Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis Céline Coseret, chef de projet chez Les Bons Enfants, et moi je vais vous parler du modèle Aspire. Alors, quel est le modèle, pourquoi on l'a fait, et qu'est-ce que le programme Aspire? Le but du modèle Aspire, c'est de pérenniser le projet. Pendant 4 ans, on a essayé d'améliorer l'employabilité et le capital santé de la cohorte que nous avons accompagnée. Et aujourd'hui, en 10 étapes, on va vous expliquer comment vous, dans votre région, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place ce modèle. Le but du modèle, c'est en fait de valoriser les soft skills de chacun des participants. On a articulé différents ateliers sur l'alimentation, comme a dit Sophie, le bien-être mental et l'activité physique. C'est un programme qui était totalement gratuit pour nos participants. Et en fait, on a choisi de travailler avec des petits groupes parce qu'on a vu que c'est important, la dynamique de groupe, pour se remettre dans une démarche d'insertion sociale et de se rapprocher de l'employabilité. Alors, on va commencer par la première étape. La première étape, c'est de comprendre le contexte local. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, avant de mettre le projet en place, il faut qu'on ait un état des lieux, il faut qu'on ait des statistiques sur la population qu'on veut accompagner pour pouvoir lui proposer les actions les plus sur mesure, les plus adéquates. On veut des données qui sont anonymes et le plus précises que possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde à différentes échelles, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, du département ou de la région, parce que plus les données sont précises, en fait, plus on peut faire une action de meilleure qualité. L'idéal, ce serait de cibler les QPV, ce sont les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors, pour collecter toutes les différentes données, on peut s'aider de certains sites comme l'INSEE, on peut lire certains rapports, les contrats locaux de santé. Et avec la pratique, on s'est rendu compte que c'est plus facile du côté anglais d'avoir des données qui sont plus précises. Alors, quand je vous parle de données, on essaie de trouver des indicateurs socio-économiques, comme par exemple le taux de personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, le nombre d'habitants, le nombre de familles monoparentales, et ça peut nous aider en fait à mieux comprendre notre population. Sur le site dont vous avez vu l'URL tout à l'heure, pour l'étape 1, il y a un état des lieux à remplir et qui peut vous aider. Alors maintenant, on va faire appel à nos collègues de C3 qui vont vous expliquer comment eux, ils ont fait cette démarche de comprendre le contexte local à l'aide des populations. Good morning. This is my colleague Liz and I'm Nathalie, and we are working for C3 English charity. So regarding the Aspire project, our aim at C3 was to understand the local context, better understanding of the local context. C3 is a global health charity and which brings together community to create changes. To make it easier for people to improve what they eat and what they drink, to stop using tobacco and do more physical activity. It is very important because these 3 behaviors increase the risk of 5 chronic diseases, which are heart disease, stroke, type 2 diabetes, dementia, chronic conditions, and some cancers, which leads to global death rates of 71%. So why is it so important for us to live within the community? Because where we live influence how we live, and as such we engage community members to investigate their own built environment. They are like citizen scientists. They are the experts in their own health needs. And it's the best way to break down environmental barriers to living healthily. So we use for that community engagement tools, which is called CHESS, standing for Community Health Engagement Service Solutions. So the local community members investigate their neighborhood environment using what we call the CHESS tool. It's a tool, but it's a process as well. And it helps them to better understand if it's easy to eat healthily and to practice physical activity in their neighborhood.
As well, it keeps them with argument to change and generate actions and then solutions. So that's the example of the tablet that we use during the chess walk. Next. Yes, so that's the chess applied. So it's a 10-step process. So at the beginning, it's very important to select the community and identify the stakeholders locally, because they are the ones that know better their environment, and to engage with the community members. And that leads to the chess walk, and at the end to the co-creation of an action plan that will lead to specific interventions at local level. So the chess walk during Aspire took place in 7 neighborhood communities, so 4 in France, in Abbeville, Arles, and in Vimeron, and 3 in England, Boscombe, Medway, and Aylsham. Okay, good morning everyone. So I'm going to talk a little bit about Boscombe in Bournemouth, because this was one of the first chess walks that we did in Aspire in 2020. So we did a community walk, but prior to the walk we did desk research, and the point of the desk research is to identify already existing assets in the community that relate to opportunities for physical activity and food. And then we went on a walk with local people to use the chess tool to survey the different assets. So this is an example of the type of data that the chess tool captures. So this shows the availability of unhealthy food in Boscombe. And then what we do, so we also collect qualitative data on the chess walks. And that data is combined with the chess data on food, and we present that back to the community, and they create ideas for change. And in Boscombe, these were the priority ideas: creating opportunities for play, creating growing opportunities, improving communication, providing cookery classes, and organising community events. We employed a local project manager from Boscombe, and we've engaged 300 community members since 2021 through a variety of activities. And this is an example of some of the impact we felt we've had. We've surveyed our participants who've participated in the chess activities, and we feel there's a very activated and energised community that will continue beyond the life of Aspire. Thank you. Merci. Alors, maintenant nous allons passer à la deuxième étape du modèle, qui est de sélectionner le lieu de déploiement des actions et les partenaires avec lesquels on va travailler. Le but, en fait, c'est de savoir où est-ce que le projet aura le plus d'impact. Pour que le projet réussisse, il faut que la cohorte, les personnes qu'on accompagne, elles puissent aller facilement au lieu d'action. C'est-à-dire que ça doit être accessible à pied, en transport en commun. Il ne faut pas que l'accessibilité soit un frein. On veut que la cohorte ait envie de venir et que ce soit pas le parcours du combattant pour participer aux ateliers Aspire. Alors ça, c'est par rapport au lieu. Ensuite, pour l'identification des partenaires avec qui on veut travailler, il faut regarder les partenaires au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau du côté emploi, insertion professionnelle et tout ce qui est capital santé. On veut, avec Aspire, proposer des solutions complémentaires à ce qui existe déjà, parce que dans toutes les villes, il y a un tissu associatif qui est très fort. Et en fait, Aspire, comme on dit en anglais, c'est fill the gap, c'est mutualiser les ressources et donner de la complémentarité aux actions. Parce que les personnes qu'on va cibler, en fait, elles sont déjà dans plusieurs parcours d'accompagnement. On n'a pas envie de leur proposer 4 fois les mêmes actions. Nous, avec Aspire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour vous aider à améliorer, préserver le capital santé, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider au niveau de l'employabilité. La sélection de différents partenaires, on l'a fait en fonction de leur expertise.
Et un point qu'on a trouvé très intéressant, c'est d'avoir une personne relais, une personne aspire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui a une très bonne connaissance du territoire, parce que quand on va monter un projet, si on n'est pas un minimum connu, c'est difficile que les acteurs ils s'embarquent avec nous et qu'ils nous fassent confiance. Du coup, cette personne relais, eh ben, c'est celle qui va rappeler constamment « Aspire, on est là, il faut faire telle tâche, telle tâche ». Et c'est elle qui va en fait... qui va essayer de combiner tout. Excusez-moi. La personne relais, c'est celle qui fait le lien entre tout le monde et qui fait les connexions. Parce que comme on travaille en partenariat avec beaucoup d'associations, il faut qu'il y ait une personne qui centralise et qui puisse faire une descente d'informations. Alors maintenant, on va prendre un exemple concret sur le terrain, parce que dans le cadre d'Aspire, en Angleterre, il y a un nouveau bâtiment qui a été construit pour accueillir du public. Et mon collègue de PCP Council, il va vous expliquer un petit peu plus. Right, so I'll be picking up from where my other colleagues have ended. So, okay, right. So, in the Boscombe program is significantly different in a way to the rest of the program in both France and in England. Most of the context in which all of this has happened is that population is increasing. The growth in terms of in terms of the working age, you're having people between 16 and 64 in particular increasing at a rapid rate. There's high levels of unemployment, declining retirement ages, increased ethnic diversity, high rates of cancer, obesity, alcohol abuse, households living in flats, that kind of thing. So I'm just trying to paint a picture to you in terms of the context in which this project, the Boscombe project, was developed. So we're talking about increased number of shared dwellings and that kind of stuff. So I'll jump down to the bottom and basically make the point that the invitation to participate in Aspire was very, very timely. And secondly, the holistic support for communities affected or affected communities by high levels of obesity, unemployment, was very much welcomed at that point in time. It was just, as some people say, in the nick of time in a way. The Aspire partners chose what we call an in situ building, because my focus here today is more about the building and in terms of how we were different to the other partners in that way. And we chose an off-the-shelf package. To go quickly, rapidly forward, we operated on a sports pitch, a community open space in the center of Boscombe, and these were the first days in terms of putting a foundation into the building. The building, which is a hub, because for all the Aspire projects we seek to encourage people to come into a location, and from that location we deliver a range of services and people get accustomed to using that space. This here is the early days of us doing it. So unlike other places where people walked into a building that was there, that people knew of, etc., in this instance we are getting this building put in place. So we did off-the-shelf, quick and rapid. So the building arrived in 2 pieces, literally. And that's how we did it. So the first image that you saw just now provided the foundation and all the waterworks, the electricity, that kind of thing in the foundation.
And this here is the top bit that you see. Nice, fancy, glossy buildings. Yep, second box coming in, right, and the third. So that's the building, and finally, next one. This is where we're at, a place that welcomes the community, and people really enjoy the space. And this only happened last week that I'm showing you here. So I believe that's about where I will end, and thanks. Alors, vous avez vu un exemple de construction d'un nouveau bâtiment pour le programme Aspire, mais on a aussi travaillé dans des lieux qui étaient déjà existants, notamment avec le centre social éclaté, qui est une petite particularité, mais qui avait un intérêt. Et Yacine, ma collègue, va vous présenter. Bonjour à tous, je suis Yacine Diallo, donc coordinatrice de projet européen pour le centre social éclaté. Alors, éclaté, pourquoi éclaté? Tout simplement parce qu'on a des locaux dans toute la commune de Saint-Martin. On a à peu près 25 locaux qui sont éclatés partout, c'est le cas de le dire. Notre particularité, c'est qu'en fait, ces locaux, en majorité, ils sont situés en pied d'immeubles des logements sociaux. Grande majorité dans les quartiers, les quartiers QPV de notre ville, ce qui fait que les habitants en fait ont généralement juste à descendre de chez eux pour arriver chez nous, pour faire une activité, et l'activité peut être une activité sportive, une activité de jardinage, ça peut être aussi de la ressourcerie également, donc c'est vraiment très diversifié. C'est très diversifié aussi également en fonction des quartiers. Donc là, vous avez les photos de nos 3 maisons de quartier. Donc la première sur la gauche, qui est la maison de quartier Ostrov, la seconde maison de quartier Malbrook. Donc là, on voit bien qu'elle est peut-être un peu plus implantée dans le quartier QPV. Et la dernière, maison de quartier Centre, située au centre-ville. Donc elles sont vraiment très variées, très diverses, également en termes de population. Et la particularité en fait des centres sociaux en France, c'est que nos projets sociaux sont définis en fonction des besoins et des envies des habitants. Donc entre chaque maison de quartier, vous avez des projets sociaux qui sont différents bien sûr. Et évidemment, dans le cadre d'Aspire, Aspire se décline également différemment en fonction des quartiers, puisque les habitants nous ont fait part de besoins totalement différents et d'envies qui étaient différentes. Et donc on a adapté ce modèle, voilà, dans nos différents quartiers. Merci Yacine. La troisième étape, c'est de répondre aux besoins de la cible. Et comme Yacine vous l'a dit, l'offre Aspire, en fonction des régions, elle est différente. Parce qu'en France, on avait 6 hubs, mais ça veut dire qu'on a fait 6 versions différentes du programme Aspire. La version de Wimereux était différente de la version de Saint-André, différente de la version de Péronne. Alors comment on a fait pour proposer toutes ces versions? En fait, on a eu besoin de comprendre les besoins spécifiques de la cible et de savoir qu'est-ce qu'on peut lui apporter, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent déjà, mais en quoi nous on est différents? Et bien en fait, on a fait des interviews, des focus group, des comités d'experts, toutes ces différentes méthodologies avec différents protagonistes. Il y avait des professionnels de santé, parce que par exemple on a travaillé avec des diététiciennes, certains médecins. Le but c'est de comprendre la partie qui est plus théorique. On a travaillé avec les acteurs locaux. Alors, c'est quoi les acteurs locaux? Les acteurs locaux, ce sont les personnes qui sont au contact de la cible et qui la connaissent bien. Eux, ils savent comment communiquer le plus efficacement que possible. Et on a aussi interrogé la cible finale pour comprendre qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Et à travers toutes les approches, interviews, focus group, comité d'experts, le but c'était un peu de confronter les différentes approches pour proposer une offre qui est différente et qui fonctionne. Alors, mais vous allez avoir tout à l'heure 2 de mes collègues qui vont vous expliquer les méthodologies. Le projet Aspire, il s'adresse à la cohorte, mais aussi aux encadrants de la cohorte. Parce que quand on encadre un groupe de personnes, il faut savoir répondre à leurs questions. Et c'est pour ça qu'on propose des formations de formateurs. Le but, c'est de faire en fait une montée en compétences de nos acteurs locaux et qu'ils puissent répondre à certaines questions. Par exemple, si on anime un atelier cuisine, il faut que quand un participant poser une question concrète, qu'on puisse lui apporter une solution, parce que sinon, il ne reviendra pas parce qu'on n'est pas professionnel. Alors, notre montée en compétences, en fait, on fait des formations de formateurs
Et comme ça, les acteurs locaux, ils connaissent un peu mieux le sujet, mais dans le cadre du programme Aspire, on s'est tous accompagnés de prestataires externes qui sont professionnels dans leur domaine. Par exemple, pour tout ce qui est l'activité physique, on a fait appel à des coachs en activité physique adaptée parce que réglementairement parlant, en fait, il faut des diplômes pour encadrer un groupe. Alors il y a à la fois les deux, la montée en compétence des acteurs, mais aussi l'appel à des prestataires externes. Alors, la première partie va être présentée par ma collègue Mina, qui va vous expliquer un petit peu plus comment on répond aux besoins de la cible. Bonjour à toutes et à tous. Moi je vais vous présenter un petit peu plus en détail la partie, comment on s'est focalisé un petit peu sur les besoins de la cible pour produire des outils qui sont pertinents et l'accompagnent dans son parcours sur Aspire. Alors moi, juste pour me présenter rapidement, je fais partie d'une agence de conseil qui s'appelle LinkUp et du coup je travaille pour l'association Vivons Ensemble depuis quelques années. Notre méthodologie en fait d'approche sur tous les projets qu'on mène, c'est vraiment de concevoir des projets de santé publique qui visent à modifier durablement les comportements des gens, des comportements évidemment plus favorables à la santé. Et pour faire ça, on suit des méthodologies qui s'inspirent du coup directement des sciences sociales et comportementales sur plein d'aspects, avec cette idée vraiment de faire évoluer les comportements durablement. C'est une méthodologie en plusieurs étapes. Là, je vais me focaliser vraiment sur le début, comment on fait quand on se lance sur ce type de projet. La première partie, c'est de faire un état de l'art. Donc l'idée, c'est de faire des recherches bibliographiques. Alors évidemment, des articles scientifiques. On va regarder aussi des grandes études de population qui ont pu être faites par des instituts, etc. L'idée, c'est de croiser un petit peu les données pour mieux comprendre le contexte de notre cible en particulier, voir s'il faut la segmenter, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire des différences entre, au sein de cette cible, des manières d'approcher les choses, et puis de surtout bien comprendre les freins auxquels cette cible elle va être confrontée dans l'adoption du nouveau comportement. Parce que, évidemment, si changer les choses était facile, tout le monde le ferait. Je pense que tout le monde a envie d'être en bonne santé et de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et donc, si les gens ne le font pas, c'est qu'il y a des blocages et il faut vraiment comprendre à quel niveau ils sont. Donc, cette étude bibliographique, elle nous permet d'avoir un premier aperçu sur ces éléments-là. Et puis, ça nous permet aussi d'aller rechercher des initiatives inspirantes qui ont pu être faites en France, en Angleterre, à l'étranger, dans d'autres pays, pour justement venir se nourrir de ce qui fonctionne et potentiellement aussi de ce qui n'a pas fonctionné. C'est toujours intéressant au démarrage d'un projet aussi de savoir s'il y a des approches qui n'ont pas porté leurs fruits, pourquoi, et pour pouvoir construire nous-mêmes une approche qui a un impact derrière. On vient ensuite complémenter ce travail de recherche bibliographique par des interviews. Alors, ces interviews, elles ont plusieurs objectifs. Évidemment, de pouvoir compléter un petit peu ce qu'on va avoir trouvé dans notre étude de contexte, pouvoir préciser les freins, etc. Et puis, comme l'a dit Céline juste avant, c'est intéressant de s'intéresser évidemment à notre cible finale, en l'occurrence ici les bénéficiaires de la cohorte, mais aussi de bien comprendre les freins, les leviers potentiels à activer au niveau des cibles relais, c'est-à-dire tous les gens qui vont porter le projet en tant que tel, qui vont être échanger avec les bénéficiaires au quotidien, etc. Et donc l'idée de ces interviews, c'est vraiment de venir préciser tous ces points avec eux et d'en apprendre un petit peu plus sur tout ça. Et puis vient l'étape des comités d'experts. Alors nous, ce qu'on appelle experts, c'est à la fois évidemment les experts scientifiques, ça peut être des professionnels de santé qui ont l'habitude de travailler avec la cible, mais aussi des experts de terrain, tous les travailleurs sociaux, toutes les personnes qui travaillent dans les missions locales, dans les différents centres sociaux, etc., pour qu'ils éclairent chacun avec leur prisme de connaissance de la cible les freins et les leviers qu'on aurait pu trouver. Donc l'idée, c'est de venir confronter un petit peu ce qu'on a pu déjà poser dans la partie contexte avec leur regard. Et ce qui est très intéressant dans ce type de comité d'experts, justement, où on mixe les expertises, c'est que chacun finalement a un petit peu la vision de la cible de ce prisme, qui est évidemment très pertinente et qui apporte beaucoup. Mais le fait de confronter les deux expertises permet vraiment de mener une étude qui soit la plus pertinente possible et de trouver ensemble des solutions qui vont avoir un impact.
Et donc pour terminer, juste pour faire le lien du coup avec la pratique, cette méthodologie, donc, on l'a mise en place dans les différentes thématiques qu'on a pu développer avec Vivons en forme sur le programme Aspire, donc autour de l'alimentation, du sommeil, de l'activité physique. On a à chaque fois suivi ces étapes-là et ça nous a permis du coup de réaliser différents outils, que ce soit délivré donc, à destination de la cohorte où l'objectif était vraiment de s'impliquer dans la thématique et de permettre aux bénéficiaires d'avoir déjà les premières astuces, de se lancer en fait, d'avoir un premier pas dans le sujet. Une plateforme de coaching en ligne où là sur 4 semaines, sur chacune des thématiques, on pouvait avec des modules assez simples et assez engageants venir s'impliquer, découvrir et initier une démarche de changement de comportement. Et puis des fiches qui là étaient à destination des acteurs de terrain pour leur permettre à la fois d'appréhender le sujet, la thématique et leur donner aussi des idées d'ateliers et d'animation à faire avec les bénéficiaires dans le cadre de leur activité. Merci Lina. Maintenant, on va passer à la méthodologie des focus group parce qu'en fait, on cumule différents types d'expertise et Julie va nous expliquer comment on mène à bien un focus group. I'm having one of those days today. Just be my luck to fill up the stage. Good morning, my name is Julie Webster and I'm the Aspire Programme Lead for Midway Community Healthcare. And this is my colleague, Dr. Jenny Takey, who is going to talk you through the process of how we implemented really what's already been referred to this morning. So after we'd identified or analysed our data in Medway, understood our population, chosen our location, we then went on to the next step, which has already been outlined, but my colleague's going to explain what we did in Medway. Just like the previous speakers, we had to understand the needs of our local population, and that's by talking to them, because it's only them that can tell us exactly what their needs are. So we listen to the local population. So our aim was to get an in-depth understanding of the local views on issues related to obesity and unemployment. And we also wanted, in doing that, we teased out the motivations, the barriers, and also some of the facilitators as well. And we also wanted them to try to suggest to us what practical interventions that we can put in place to address these issues. We used the human-centered design methodology, which is a very practical framework which is often used to design improvement plans and implement changes in community-based interventions, and that reflects the voice of the local end users. We also weaved in a bit of grounded theory into it because we had to have focus group of participants 3 different times to kind of tease out which solutions was best for them. And then we analyzed it using thematic analysis. So who did we listen to? So we had 8 community members, and all of them had issues around obesity and unemployment, so they were kind of the target population. And we had 3 focus groups with them, and we also had 13 stakeholders, which we had 3 focus groups with 10 of them, and then there was also semi-structured interview with 3 of the participants who could not attend the focus groups. And these 8 community members were identified through project partners and stakeholders. We did a formal stakeholder analysis to come up with the 13 stakeholders that we interviewed. So what did we learn? Focusing on the factors of motivation, the participants really told us about the importance of having a space to belong. So
They wanted a program where they had to see their voice being threaded through in those programs. In such a situation, they feel valued and they feel accepted. And when we do such a program, they feel like they have ownership of that program because they co-designed and co-created the interventions with ourselves. So we realize that feeling valued by others is empowering and also motivating for the participants. And how do we do that? By treating them fairly. In the research, we detailed them that we are co-creating this together because we want it to be interventions that relate to these individuals, the end users. Because if we don't create interventions that relate to them, then they will not be able to use those interventions that we propose. So we talked about the equality, building them, their capacity building through skills and knowledge, telling them about their rights in the program, and also co-design and co-creating this program. And then we looked at programs that were kind of very practical, just for the sustainability, and then they'll be accountable to those programs because they actually will own those programs. And at the end of which, we did come out with an executive summary with elements that the participants had proposed, and we handed it to Julie, who is the program lead, to try to implement that. We'll hear from Julie. Thank you, Jenny. So yes, Jenny presented me with the executive summary. I wasn't part of the focus groups. Being the program lead, I didn't want to influence and have any bias in the discussion, so I kept well out of the way. But that's helped me to develop the program co-design, so we continue to include the participants in the design of the modules and the sections we've had. And we split it into the three things, as Sophie alluded to at the beginning: health, well-being and opportunities. And under each of those sections, some of those elements could fit into two different sections, but we have a wide range of options available for people. We don't launch straight into discussions around obesity. We don't use the word obesity. We encourage people into the project. We entice them in for quite often for some of the softer skills, the art classes, the mindfulness, and along the way we're having conversations with those individuals, and often they do then go on to make changes and join some of the other modules because they felt welcome, they felt included, they felt safe. And primarily through all of our discussions, we take each person as an individual, so they don't go in at one end and come out the other. Their journey through Aspire can be circular in some ways, but we've had lots of successes, and come and see us on the stand and talk through some of our case studies with us. Thank you. Merci beaucoup. Une fois qu'on a trouvé le lieu, qu'on a commencé à comprendre les besoins de la cohorte, mais il faut la recruter. Du coup, la quatrième étape, c'est le recrutement. On veut savoir comment engager les personnes dans le programme, et aussi, une fois qu'on les a engagées, comment les engager durablement, qu'ils restent dans le programme Aspire. Alors, tout d'abord, il faut une communication efficace et une communication qui est non stigmatisante. On est toujours bienveillant. On parle par exemple de personnes à la recherche d'opportunités, qui ont besoin d'un coup de pouce. On va toujours être dans la bienveillance, on ne stigmatise surtout pas, puisqu'on veut que les gens ils se sentent en confiance et qu'ils se sentent bien, respectés, accueillis quand ils viennent chez nous. Ensuite, il y a plusieurs moyens de les recruter. On peut faire des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, c'est l'un des moyens, mais ce qui marche le mieux en fait, c'est d'aller parler avec les gens, de distribuer des flyers dans les commerces à proximité, les lieux qu'ils ont l'habitude de fréquenter en fait. On peut s'appuyer sur le tissu local et par exemple via certaines associations, on leur parle du projet et eux ils identifient les personnes d'intérêt et ils les dirigent vers nous pour qu'ils puissent participer au programme.
On peut aussi faire des articles de presse, par exemple, dans le journal de la ville. Nous, à Saint-André-les-Villes, il y a un magazine qui s'appelle Le SEM. Et pour essayer de recruter plus de personnes, on a fait des articles qui présentaient le programme et qui expliquaient pourquoi nous rejoindre. Ensuite, les personnes qu'on cible, c'est des personnes en fait, qui ont besoin de retisser du lien social, qui ont parfois un petit manque de confiance et qui viennent chercher un boost, un plus chez nous. Alors, chaque association, en fonction de sa capacité d'organisation et son expertise, peut choisir des critères d'inclusion et d'exclusion différents. Par exemple, pour certaines associations, on n'a pas forcément la capacité de travailler avec des personnes qui ont peut-être des troubles psychologiques. Du coup, ça peut être pourquoi on va dire que c'est un critère d'exclusion du programme. En fonction de nos capacités d'accueil, on va dire à qui on s'adresse. Une fois qu'on a fait toutes ces démarches et qu'on a les premières personnes qui participent au programme, et bien là c'est beaucoup plus facile en fait de recruter d'autres personnes parce que le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne le mieux. Quand on a quelqu'un qui a une expérience Aspire qui est réussie, et bien qu'est-ce qui se passe? Il en parle autour de nous et il fait une meilleure promotion parce qu'il a vécu, ça a eu un changement concret. Et une personne qui hésite peut-être à nous rejoindre, elle va s'identifier, elle va se dire « Ah, Aspire, c'est peut-être pour moi aussi ». Et certaines des personnes qui se sont engagées avec nous, ce sont nos ambassadeurs qui sont ici aujourd'hui, je vous remercie. On va vous montrer une petite expérience et avec leurs mots, vous allez entendre qu'est-ce que ça a été l'expérience Aspire pour eux. Il y a aussi un dernier moyen de recrutement, c'est de faire des événements grand public, de faire des forums et de faire des journées, comme ça on peut sensibiliser les familles et là on touche à tout. Merci. J'ai le plaisir d'être ambassadeur Aspire, le fait de me retrouver dans des groupes avec des personnes et de pouvoir rendre ce que Aspire m'a apporté, tout ce plaisir est important pour moi. J'ai décidé de devenir ambassadeur Aspire dans le but de continuer en premier l'expérience, l'aventure. Dans l'idée de prolonger l'expérience Aspire, parce que c'était vraiment quelque chose de très important et de très énergisant et très plein, il a été convenu que je devienne un ambassadeur, à savoir tâcher à un petit niveau de faire connaître aussi Aspire par le bouche à oreille, la distribution de tracts, de flyers. J'ai continué l'expérience Aspire en tant qu'ambassadeur pour aider d'autres gens à avancer dans leur vie et partager l'effet magnifique de Aspire. Et de partager ça avec des nouvelles personnes, un nouveau groupe, par-ci par-là, ça me donne une satisfaction personnelle et un remerciement pour Aspire. Avec mon expérience, j'ai aidé d'autres participants qui seraient intéressés à participer eux-mêmes à l'aventure Aspire. C'est très plaisant d'apporter aux gens qui sont en difficulté autour de moi et de pouvoir leur dire allez à cet endroit-là, vous allez être bien reçus et ça va vous apporter vraiment du positif. Et tout ça en fait en distribuant des flyers dans des associations et en même temps de faire connaître Aspire au maximum pour que les gens puissent participer et profiter du programme. Et aussi dans cet esprit, j'ai eu envie un peu de redonner tout ce que j'ai reçu. Et j'ai proposé donc d'animer des ateliers musique et écriture pour éventuellement aussi apporter une petite pierre à l'édifice Aspire. Et en souhaitant que ça puisse aussi apporter un bien-être ou un plus aux participants. Aspire! Merci à nos ambassadeurs, mais aussi aux autres ambassadeurs des autres œuvres qui sont présents.
Alors pour le recrutement, en fait, il faut multiplier les stratégies de combinaison. Il n'y en a pas qu'une seule qui fonctionne. Et des fois, selon les moments de la cohorte, c'est pas forcément la même. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais des fois, ça permet plutôt de maintenir le lien plutôt que d'attirer de nouvelles personnes. Et c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Maintenant, on va vous parler d'un événement de type grand public et vous allez voir une autre façon de recruter des gens pour le programme. Good morning. My name's Julie. I work for Wellbeing People. I'm the project lead for Wellbeing People. We were brought into the project to provide our interactive health kiosks. These kiosks enable individuals to measure and track some key indicators of their well-being, such as weight, height, body mass index, body fat content, blood pressure, heart rate, and well-being age. So the kiosk is an easy and simple way to engage individuals in their own well-being, and it takes around about 10 minutes to complete each person through the kiosk. Afterwards, people can take away a confidential, detailed printout of their results, opt to have them emailed to themselves, or compare them with medical standards, and will flag any potential problems, such as high blood pressure, plus provide further pathways of support available. So our My Wellbeing People account is where individuals create their health kiosk account, where they're able to track their own well-being over time, and each time they use the kiosk, their results are automatically added to their online account. As we all know, most people like to feel cared for, and offering something as simple as a health MOT, health check, it can have a huge impact on an individual's engagement in their own well-being. As well as an engagement tool, the health kiosk is also a step to discovering any potential underlying health problems. It's a warning sign that gives the user a chance to seek medical help if required, or just a nudge towards living a healthier lifestyle. So at the start of the project, the health kiosks were placed at each of the hubs, each of the Aspire hubs, within France and the UK, for their Aspire participants, the employers, community members and employees, from local businesses to use the kiosk to measure their own well-being, and individuals would then be able to get further support from the hub as well. In the UK, we had also had the Health MOT Roadshow. And here we used the health kiosk on board our roadshow vehicle, which you can see. The roadshow enabled us to deliver community engagement events within the local communities to provide Aspire Project Roadshow events that were set up in public locations, including outdoor communities events, shopping centres, supermarkets and car parks. One of the key aims here was to focus on local locations experiencing high inequality, so that we were able to provide, promote the value of the Aspire model and refer people to their local Aspire hub. Thank you. Merci Julie. Alors pour nous en France, on n'a pas utilisé les bus, mais on a utilisé les kiosques de santé et ça nous a permis en fait de commencer une discussion autour du capital santé avec nos participants. Alors maintenant, pour la construction des actions. Toutes les actions, le but, c'est d'améliorer la confiance en soi. On veut en fait que nos participants, grâce aux actions Aspire, ils prennent conscience qu'ils ont des capacités et qu'ils ne soupçonnent pas, mais avec le programme, on veut les mettre en valeur et leur faire prendre conscience qu'ils sont justement plein de valeurs et qu'ils peuvent faire beaucoup de belles choses. Alors, on a segmenté les besoins en deux types. Les besoins visibles et les besoins invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les besoins visibles, ce sont les choses qui sont ressorties des focus group, c'est les besoins de la cohorte, ses aspirations. Et on est venu avec un tronc commun d'activités autour de la cuisine, l'activité physique et le bien-être. Tous les hubs, ils ont fait Aspire à leur façon, mais tout le monde a fait des ateliers autour de ces trois thématiques.
Et après, on ajoute des activités qui sont personnalisées. Par exemple, pour nous, ça a été la musique avec un de nos ambassadeurs. Mais dans d'autres hubs, ça a pu être l'écothérapie. Enfin, ça dépendait vraiment des besoins. Mais ça, c'était plus personnel à la cohorte. Et en fait, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que le projet Aspire, il est très modulable, il est adaptable en fonction des réalités de chacun. Parce qu'à Saint-André, les besoins n'étaient pas les mêmes qu'à Vimereux, par exemple. Ensuite, on a les besoins invisibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, c'est des besoins qui arrivent en fonction de l'avancée de la cohorte, de l'acquisition de compétences. Au début, des fois, on ne peut pas penser à tout, on oublie quelques données et on se rend compte qu'il y a peut-être un besoin spécifique sur lequel il faut insister. Et bien, c'est ça qu'on appelle les besoins invisibles. Et ils arrivent en fonction, on va dire, entre guillemets, de la maturité de la cohorte qui acquiert de nouvelles compétences. Alors, tous les ateliers, ils veulent aider à bouger sur ce qu'on appelle l'échelle de l'employabilité. Alors, vous pouvez la retrouver à un des stands, elle imprime en très grand, ça vaut le détour. La première étape, c'est en fait d'intégrer le programme. Parce que quand on s'adresse à des personnes qui sont en isolement qui est assez fort, venir au hub, déjà, c'est la première étape. La seconde, c'est d'être assidu. Parce qu'en fait, Aspire, c'est acquérir une routine. Par exemple, nous, à Saint-André, on proposait 4 ateliers par semaine. Le matin à 9h, ça veut dire qu'il faut être prêt, il faut prendre le bus, il faut être à l'heure. On se remet en fait dans une dynamique pour aller à l'emploi. La troisième étape sur notre échelle, c'est de se former, c'est de préparer son projet, de le construire. Alors comment? C'est à travers plusieurs techniques. Par exemple, gérer ses émotions, gérer son stress, c'est pas facile. Faire un CV et en fait, avoir un petit bagage, on rajoute des pierres pour aller se présenter. La quatrième étape de notre échelle, c'est d'avoir une expérience. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, faire du bénévolat, être un ambassadeur, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur son CV parce que ça a appris beaucoup de choses. Comment aider à organiser un atelier, comment se proposer. Par exemple, Fadela, notre ambassadrice, elle nous a aidé à faire des classeurs, elle nous a suggéré des points pour la manifestation. Être un ambassadeur, c'est proposer des choses, c'est s'impliquer dans le projet Aspire. Ça, c'est notre quatrième étape. Et en fait, la cinquième et la dernière, c'est de retrouver une activité professionnelle. Alors, ça peut être de trouver une mission en intérim, un CDD, un CDI, ou de s'inscrire dans une formation qui est professionnalisante. Et toutes les étapes, en fait, ça vient petit pas à petit pas. Et en fonction de où part la personne, on essaye de les amener à l'étape 5 sur l'échelle de l'employabilité. Alors, maintenant, la sixième étape, c'est la mise en place des actions. Alors, sur scène, vous allez voir défiler beaucoup de personnes, parce qu'on va tous vous expliquer ce qu'on a fait dans le cadre d'Aspire et les différents ateliers, et pourquoi, en fait, on les a choisis comme ça. Tous les ateliers, la visée, c'était vraiment de travailler sur la confiance en soi, sans que les participants s'en rendent compte. Tous les ateliers, ils ont été sélectionnés pour travailler sur les soft skills. Et en fait, les soft skills, ce sont des compétences qui sont essentielles quand on est en entreprise, par exemple, comment communiquer et travailler en équipe. Tous les ateliers ont eu des soft skills qui nous ont permis de travailler. Alors, le premier qui va vous être présenté, c'est celui sur l'activité physique. Alors, l'activité physique, le but, c'était vraiment de pouvoir se reconnecter avec son corps de manière progressive, en fait, et faire du sport, de l'activité physique adaptée en fonction de nos propres compétences. Alors, comment on a fait? Au début, déjà, on a travaillé avec un coach en activité physique adaptée, premièrement. Et lors des premières séances, il faisait une évaluation de la capacité physique des personnes. Et en fait, le but, c'était de construire un programme sur mesure de groupe, mais qui est aussi individuel. Parce que les différentes personnes qu'on a n'ont pas forcément les mêmes capacités. Nous, par exemple, dans un groupe, on a une personne avec un léger handicap moteur, mais ça n'a jamais été un frein. Cette personne a participé à tous nos ateliers. Des fois, les exercices, ils étaient juste proposés d'une manière différente. On veut que dans Aspire, tout le monde se sente inclus, en fait. Et on propose des variations en fonction des capacités de chacun. Tous les ateliers, le but, c'est vraiment de se réapproprier son corps, parce que des fois, quand on est en situation de surpoids ou d'obésité, le regard des personnes, ça peut être pesant et on se sent jugé. Le but, là, c'était que les personnes se reconnaissent vraiment avec leur corps.
Pour les aider dans cette démarche, on a aussi construit un outil ludopédagogique que vous voyez sur l'écran qui tourne, le dé de l'activité physique. Si vous passez à notre stand, vous pourrez en avoir aussi. Et le but, en fait, de cet outil ludopédagogique, c'est de montrer qu'on peut faire des petites choses facilement et sans investir beaucoup au début. Par exemple, une phase du dé, c'est le bus. Quand on tombe dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend le bus, on descend un arrêt avant pour faire un peu plus de marche. On prend par exemple l'ascenseur à la place de l'escalier et on essaie de montrer des petits changements qui sont facilement applicables au quotidien. À l'issue de ce groupe, dans notre hub et dans plusieurs aussi, on a remarqué que les gens ils se réunissaient entre eux et qu'ils faisaient des groupes de marche sans nous. Et ça, c'est très bien, ça veut dire qu'en fait, ils se sont appropriés le programme et qu'ils ont vraiment vu l'intérêt de ces activités. Alors, le deuxième atelier qu'on a mis en place pour les bons enfants, c'est le bien-être mental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bien-être mental? On a travaillé, nous, avec une psychologue, et le but, en fait, c'était de travailler tout ce qui est sur la motivation au changement. On voulait un regard d'expert, c'est pour ça qu'on avait un psychologue. Et en fait, on était en petit groupe, et il n'y avait pas de jugement, on pouvait parler de certains problèmes, on pouvait échanger sur des points positifs, négatifs. On a utilisé l'approche du jeu et on a aussi, on est parti de certaines théories et on a proposé un projet SMART. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporaire. Nos participants, quand ils sont arrivés chez nous, sur notre accompagnement de 8 semaines, au début, on leur a demandé « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Ça pouvait être un projet personnel, par exemple, écrire un livre, c'était le projet d'un de nos participants, ou un projet professionnel, passer son permis pour aider justement à avoir un emploi. Alors, comment on fait pour avoir ces résultats en 8 semaines? On se donne des échéances. En fait, une échéance à court terme, par exemple, la personne qui veut passer son permis, est-ce qu'elle s'est vraiment inscrite à l'auto-école? Déjà, c'est la première étape. On essaye vraiment d'aller pas à pas. Et ensuite, on discute, on réfléchit, mais est-ce que notre objectif, il est vraiment smart? Est-ce qu'on pourra le réaliser en 8 semaines? Et tout au long de notre accompagnement avec cet atelier de bien-être mental, en fait, on valorise les progrès et pas seulement la réussite. Le but, au bout de 8 semaines, c'est génial si on atteint son objectif, mais si on ne l'a pas atteint, c'est pas grave parce qu'on a eu un progrès. Et ça, c'est quelque chose d'important à valoriser aussi. Et le fait d'avoir fait ça en groupe, ces ateliers, ça permet de se motiver en fait et d'être tenu responsable de l'avancée de son projet. Parce que si on arrive au bout de la 3e semaine mais qu'on n'a pas avancé, en fait, on n'a pas envie d'arriver comme ça. Du coup, on va vraiment travailler tous ensemble pour pouvoir atteindre notre objectif. Alors, maintenant, on va vous présenter l'art-thérapie. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, moi c'est Harrison Malkin, je coordonne le projet Aspire au Centre socioculturel à Rivreux et donc je vais vous présenter 2 ateliers que nous on a mis en place au centre, donc l'art-thérapie puis après la cuisine diététique. Donc l'art-thérapie, ça a été mis en place en construisant ça en fait, avec les habitants parce qu'on voulait vraiment travailler sur l'aspect bien-être, confiance de soi, créer un groupe et avoir une dynamique de groupe. Donc, c'est des séances hebdomadaires avec un art-thérapeute. Et je précise alors une approche de l'art-thérapie en multi-expressionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'était pas juste de l'art plastique. C'était autant du dessin que du théâtre, de la danse, de la musicothérapie. Et je précise parce que l'art thérapeute, contrairement par exemple au psychologue, c'est pas un titre conventionné. Donc ça veut dire que chaque art thérapeute va le faire à sa manière, selon ses sensibilités. Et donc c'est vraiment très important de trouver l'art thérapeute qui colle avec les demandes du public qu'on a en face. Donc voilà, on a fait, alors j'ai marqué 2 périodes, c'était 3 périodes en fait qu'on a eu de 15 séances. Donc avec des personnes différentes. Il y en a qui ont répété l'expérience plusieurs fois, qui sont revenus pour refaire un cycle d'art-thérapie. Mais voilà, l'intérêt c'était que c'était des périodes de 15 séances auxquelles les gens s'inscrivaient au début et s'engageaient à faire les 15 séances avec l'art-thérapeute parce que c'est vraiment un processus. On a eu 10 participants
Et voilà, donc il y a un réel engagement des participants et un cadre co-construit et respecté, dans le sens où là justement je disais, déjà rien que de choisir l'art thérapeute, ça s'est fait par rapport à leurs besoins, et ensuite il y a un cadre qui a été posé sur la confidentialité, sur l'écoute, sur le fait de ne pas se couper la parole, qui même si c'est des éléments qui peuvent, on dire, tomber sous le sens, c'est important qu'on les pose ensemble, et qui ont donc été très respectés par tout le monde. Voilà, donc l'art-thérapie, qu'est-ce que ça a porté vraiment? C'était un temps, donc nous on a pris les lundis matins, donc c'était vraiment un temps où on a commencé la semaine pour se reconnecter avec nos ressentis, nos émotions, pour répondre autre chose quand on nous pose la question comment ça va, pour répondre autre chose que bien. Voilà, pouvoir vraiment se poser et se dire qu'est-ce qu'on sent vraiment aujourd'hui pour que je puisse travailler là-dessus. On favorise l'expression et le travail d'équipe, et vraiment ça on l'a vu naître derrière dans toutes les propositions des adhérents, la prise de confiance que tous les participants au programme ont eu pour nous proposer leur propre projet, pour nous dire bah, voilà ce que moi j'ai envie de faire et j'ai envie de construire ça. Voilà, on sait que l'art-thérapie ça a vraiment été fort dans le fait de donner la confiance aux personnes, d'oser nous amener leur propre projet. Et donc voilà, le sentiment d'appartenance à un groupe aussi qui est très important à cette création de dynamique et de projet, puisque au-delà de simplement oser nous apporter leur projet, ils savaient construire entre eux un projet qu'ils ont pu nous apporter. D'ailleurs, nos ambassadeurs à Aspire, c'est ce qui s'est passé là récemment, ils se sont retrouvés pour préparer ce projet et nous l'apporter en disant bah, voilà, comment est-ce qu'on continue ça maintenant avec vous. Là, on va passer à la cuisine diététique. On a une diététicienne du coup, qui vient animer ces deux ateliers. Et donc c'est une semaine sur deux, on fait les ateliers théoriques diététiques. Et la semaine suivante, on fait des ateliers de cuisine basés entre autres sur ce qui s'est dit la semaine d'avant. Donc voilà, c'est vraiment une application des connaissances théoriques apportées. C'est 6 participants en moyenne. Et les participants, du coup, soit découvrent de nouvelles recettes et de nouvelles manières de cuisiner de manière équilibrée, soit amènent leurs propres recettes qu'ils peuvent apprendre comment adapter. Voilà, ils travaillent tous ensemble pour créer ce plat. Et à la fin, du coup, ils ramènent chez eux ce qu'ils ont préparé tous ensemble. Donc c'est très valorisant et ça permet de continuer chez soi et de partager aussi dans la sphère familiale ce qu'on a appliqué au centre. Je vous remercie. Alors, nous aussi, on a travaillé sur la thématique de l'alimentation avec une diététicienne. Et en fait, on s'est aidé d'un livre de recettes que vous voyez à l'écran. C'est un livre qui a été conçu à partir des produits que l'on peut retrouver dans les banques alimentaires, les épiceries sociales. On voulait des produits qui soient facilement utilisables et que la cible trouve. Parce qu'en fait, quand on fait les recettes ensemble, on aimerait que les gens puissent les refaire aussi et qu'ils puissent trouver les ingrédients chez eux. Mais on n'a pas fait que ça, on a fait aussi des recettes en fonction de leurs envies, en fonction de leurs besoins. Et les participants, ils étaient force de proposition. Et par exemple, il y en a un qui voulait savoir comment faire une tarte au maroilles. Alors, on a fait cet atelier. Et en fait, pourquoi on a choisi de le faire? Parce que ça lui rappelait des souvenirs d'enfance. Et on voulait aussi que nos participants sachent que alimentation, c'est pas diététique tout le temps, que l'équilibre c'est sur la semaine et qu'on peut se faire plaisir. Du coup, on a appris les bases, on a cuisiné des plats bons, sains, mais on a aussi fait des plats qui étaient un peu plus copieux. Les ateliers de cuisine, ils ont eu plusieurs objectifs. Tout d'abord, de développer ses compétences au niveau culinaire, d'apprendre à mieux cuisiner ou d'apprendre à cuisiner pour certaines personnes, puisqu'il y en a qui ne savaient pas, mais à l'issue des ateliers, ils sont repartis avec un bagage cuisine. Après, l'objectif, c'était aussi d'avoir un moment convivial, d'être ensemble et d'apprendre à travailler en équipe. Parce qu'une recette, en fait, ce sont des instructions, il y a plusieurs parties. Il faut être organisé et gérer son temps, en fait. Parce que on a 2 heures pour réaliser un plat et un dessert.
Et cet atelier nous a permis de travailler les soft skills, travail en équipe, gestion du temps, gestion du stress pour certaines tâches aussi. Alors, on va passer à un autre exemple du E, avec nos collègues de la mission locale, oui, MLPM, qui vont nous parler des soft skills, parce que depuis tout à l'heure, on utilise ce mot, mais qu'est-ce qu'un soft skills? Alors, donc bonjour à tous, je suis Nicolas Robert, je travaille à la mission locale Picardie-Maritime à Abbeville. Alors, nous, on a décidé de mettre en place un atelier autour des soft skills, donc pour essayer d'améliorer l'employabilité des personnes qu'on suit. Le principe donc, de cet atelier, ça va être de savoir définir ce que sont des soft skills et de savoir du coup les valoriser. Donc alors, les bénéfices et pourquoi on essaye, on met en place cet atelier, le but c'est d'augmenter la confiance en soi et l'estime de soi, puisque les participants pensent pour beaucoup qu'ils n'ont pas beaucoup de compétences. Et voilà. C'est faux. En fait, on se rend compte qu'ils se rendent compte qu'ils ont des compétences, mais que c'est des compétences qui ne sont pas forcément techniques, mais qui sont des compétences comportementales. Ensuite, donc, le but, c'est de pouvoir les optimiser, de pouvoir les mettre en valeur, et aussi de se rassurer et de pouvoir être efficace pendant les entretiens professionnels. Donc, pour définir ce que sont des soft skills, ce qu'on fait, c'est qu'on va parler des compétences d'une manière générale, et les personnes qu'on suit sont habituées à parler des compétences techniques. Compétences techniques, ça va être je sais parler tel ou tel mot, je sais utiliser tel ou tel logiciel, je suis capable de faire une baguette de pain, par exemple. Maintenant, il existe des autres compétences qui sont des compétences comportementales qui, elles, vont être différentes, qui vont être, par exemple, je suis capable de travailler en équipe, je sais gérer le stress, j'ai un bon sens de l'organisation. Ces compétences-là, on n'en parlait pas encore beaucoup il y a quelques temps. De plus en plus, on les voit apparaître sur les CV. Aussi, les employeurs cherchent des personnes qui ont certaines de ces compétences. Donc nous, on va essayer de bien faire comprendre aux participants que ces compétences-là existent et qu'il faut les mettre en avant. Alors, une fois que c'est bien compris, on passe par des petits exercices où, en fait, pour voir si c'est bien compris ce que c'est qu'une soft skill ou qu'une compétence comportementale, on va prendre un métier particulier qui va être choisi par les participants, et on va essayer de définir quelles sont les compétences techniques et quelles sont les compétences comportementales qu'il faudrait avoir pour ce métier. Si on prend par exemple un serveur en restauration, les compétences techniques, ça va être de savoir prendre une commande, d'accueillir le client, de le servir. Maintenant, les compétences comportementales, ça va être d'être serviable, d'avoir une bonne communication, de gérer le stress. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ça, on le fait pour que les participants, c'est un exercice pour voir s'ils ont bien compris la différence. Ensuite, on va chercher donc quels sont les soft skills des participants pour qu'ils puissent les mettre en avant. Alors, généralement, ça se base plutôt sur de l'auto-évaluation et ça peut se baser sur les expériences passées qui sont professionnelles mais aussi personnelles. Donc on va chercher quelles sont les soft skills fortes, celles qu'on peut mettre en avant. Par exemple, moi j'ai toujours travaillé en équipe et ça s'est toujours très bien passé, donc je peux dire que dans mes soft skills fortes, je peux mettre le travail en équipe. Ensuite, il y a des soft skills faibles parce que on n'est pas tous forcément très bons, il y a des gens qui vont moins bien gérer le stress, voilà, c'est vraiment... Ça dépend vraiment des personnes. Et puis ensuite, dans les soft skills faibles, on va chercher celles qui sont à développer parce que, par exemple, on aimerait viser tel ou tel corps de métier et que là, on va avoir besoin de pouvoir... on va avoir besoin de ces soft skills-là, donc on va devoir la développer. Et ensuite, donc, pour vraiment s'assurer que les soft skills qu'on a définies comme étant fortes, elles sont effectivement fortes, on va demander des situations concrètes. C'est-à-dire, soit, comme je disais, par des expériences professionnelles passées, s'assurer que, voilà, on a été dans telle situation et qu'on sait gérer le stress, par exemple, ou sinon, dans les expériences personnelles. Par exemple, moi, je pense que je peux travailler en équipe, parce que même si j'ai jamais travaillé, pendant 10 ans, j'ai joué au football en équipe et que ça s'est toujours bien passé. Voilà, je
vous remercie. Alors maintenant, nous avons nos collègues Aline et Vincent qui vont venir vous présenter la réalité virtuelle au service de l'employabilité. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Aline Lesprit, chargée de projet à la MEF Santé Haute-Somme avec mon collègue Vincent Carlini qui est également chargé de projet. Nous avons développé en fait le programme Aspire pour répondre aux missions de la MEF qui est une structure d'insertion sociale et professionnelle. On accueille des jeunes de 16-25 ans, donc qui sont à la recherche d'un emploi. Notre objectif final, c'est bien sûr de les amener à l'emploi ou à la formation. Et donc, on a travaillé ça également avec des collègues sur le terrain qui ont mené différents ateliers pour développer la connaissance de soi avant d'arriver à l'employabilité. Donc, je pense à Pascal et Karine qui sont présentes aujourd'hui. L'atelier qui va vous être présenté par Vincent utilise une nouvelle technologie qui est basée sur des casques de réalité virtuelle. Et donc, il va vous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste. Cet outil, en fait, est venu compléter, le programme Aspire est vraiment venu compléter une offre de service que nous menons à la MEF pour prendre un temps particulier pour accompagner des jeunes qui ont besoin de plus de temps pour arriver à l'emploi. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour nous d'avoir déployé un ensemble d'ateliers et d'outils développés par nos partenaires pour pouvoir mener à bien ces missions. Enfin, je laisse la parole à Vincent. Merci. Bonjour tout le monde. Merci. Donc là, je vais vous présenter un outil qu'on a utilisé. Donc il faut savoir que c'est un outil qui a été créé par une société parisienne qui s'appelle Métier 360. Donc en fait, il propose un service innovant de découverte de métiers. En fait, dans plusieurs régions de France, ils ont constaté qu'il y a des métiers qui étaient méconnus, notamment vis-à-vis des entreprises, des fédérations, des branches professionnelles. Donc en fait, pour répondre aux besoins en recrutement, cette société a décidé de créer plusieurs vidéos. Donc en fait, ils sont allés à la rencontre des entreprises et en fait, ils ont filmé plusieurs professionnels. Donc grâce à ce travail, en fait, ils ont réussi à créer des vidéos que l'on peut visualiser en réalité virtuelle, donc avec les casques, mais aussi via les téléphones portables. C'est ce que je vous présenterai après. Donc, sur cette application qui est installée sur le casque de réalité virtuelle, donc en fait, il y a plus de 55 environnements professionnels qui ont été créés. Donc, sur chaque environnement professionnel, en fait, on peut visualiser. En fait, on est complètement en immersion sur un lieu de travail où vous avez un professionnel, plusieurs professionnels qui nous parlent de leur métier. Ça peut être par exemple, voilà, qu'est-ce que ce sont ses missions, les compétences acquises, son parcours, que ce soit au niveau formation, professionnelle, etc. Donc, avec notre public, en fait, souvent, la difficulté, c'est de connaître les métiers. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et grâce à cet outil, en fait, ils ont déjà un premier aperçu de qu'est-ce que le métier. Donc là, vous voyez, on peut avoir quand même 170 métiers. Donc il y a un catalogue assez fourni. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de la journée, que vous puissiez venir sur notre stand pour pouvoir justement tester et visualiser ces différents métiers. Donc sachant que sur cette application, on a 4 entrées possibles. Tout d'abord, la liste des métiers par ordre alphabétique. Voilà, je vais être ajusteur-monteur, je vais être chaudronnier. Je peux tout de suite trouver la vidéo métier qui m'intéresse. Après, si je ne sais pas trop dans quoi je veux travailler, j'ai une entrée par thématique. Je veux travailler le vivant, je suis plutôt intéressé par tout ce qui est transport, ou alors exercer en plein air. Voilà, je peux visualiser plusieurs métiers dans cette thématique. J'ai une entrée aussi par région. Donc là, c'est un outil qui est en train de se développer. Donc voilà, l'idée, c'est des métiers en région de France. Des modules pédagogiques. Donc là, c'est plutôt pour aider les formateurs à mettre en place des ateliers. On a la web application. Donc là, ce qui permet de voir par des capsules vidéo un aperçu du métier. Donc là, c'est plutôt l'outil pratique. Et enfin, je dirais que l'avantage de l'outil pour notre public, c'est que ça leur permet déjà de découvrir le monde de l'entreprise, de découvrir une variété de filières professionnelles et les métiers qui les composent. Pour certains, de confirmer un projet professionnel, de prendre conscience des qualités, des compétences qu'ils ont déjà acquises, et aussi de gagner en confiance. D'éveiller leur curiosité, de les aider à identifier ce qui les intéresse,
Et pour beaucoup, c'est de déconstruire les préjugés, parce que voilà, quand on est une femme, parfois on n'ose pas aller vers des métiers typiquement masculins, ou inversement. Donc là, ça permet justement de voir que c'est possible. Les jeunes aussi, l'opportunité de s'exprimer au regard de ce qu'ils voient. Et enfin, de trouver un métier en accord avec leurs valeurs, par exemple avec le développement durable et l'écologie, qui est le sujet du moment. Voilà, je vous remercie. Alors maintenant, vous allez voir un autre exemple d'insertion professionnelle à travers le jardinage qui va vous être présenté par Marion des Anges Gardins. Bonjour, Marion, je suis chargée de projet alimentation et santé à l'association des Anges Gardins. Les Anges Gardins sont basés à Los Angeles dans le bassin minier et ont pour objectif de faire société autour des enjeux de l'alimentation. Ils font partie du réseau Cocagne et qui fait du maraîchage biologique avec des personnes en parcours d'insertion. Et l'insertion professionnelle, du coup, c'est un moyen pour les personnes éloignées de l'emploi de retrouver une activité économique. Les personnes qui sont embauchées sont des personnes souvent isolées et qui rencontrent des difficultés à s'insérer dans le monde du travail, mais aussi souvent ont des difficultés dans leur vie personnelle. Et l'insertion représente un support d'activité pour retrouver un cadre de travail sécurisant, d'être accompagné sur un projet professionnel et d'être accompagné aussi sur un accompagnement social par des démarches administratives ou autres. Ça permet de monter en compétences aussi pour découvrir de nouveaux métiers. Et les métiers développés par les Anges Gardins, du coup, c'est le maraîchage, la logistique avec la distribution de paniers de légumes, l'aménagement de terrain pour la biodiversité, l'éco-pâturage avec une régie de services écologiques et le lien avec l'animal, la restauration et le bar dans un tiers-lieu, la transformation alimentaire et l'animation d'ateliers, cuisine, jardin ou numérique. Et du coup, on a développé le programme Aspire depuis 2020 à Los Angeles. C'est un programme qui a été proposé aux salariés et sur la base d'adhésion volontaire. Et les Anges Gardins, ils accueillent environ 80 salariés à l'année en insertion. Donc c'est un programme qui a permis d'agir sur le bien-être des salariés en complément de l'approche du travail. Par les activités qui ont été développées, du coup, comme dans les autres hubs, il y a eu des ateliers cuisine et, sur le bien-être alimentaire, des ateliers jardin, des ateliers numériques, des balades en plein air avec notre naturopathe qui est présente ici, sur la reconnaissance de plantes, des ateliers bien-être aussi avec une sophrologue, une art thérapeute, des ateliers esthétiques, tout plein d'activités qui ont permis de la rencontre et l'échange des participants et qui a favorisé le changement de comportement, déjà de changement de comportement sur les habitudes alimentaires, mais aussi sur une transformation de la vie sociale des personnes, des participants, grâce à la rencontre et l'échange. Et on a pu constater des effets positifs sur les personnes et sur le travail, en voyant que les personnes étaient plus impliquées dans leur travail. Ça a créé un lien de confiance avec ces personnes. Dans la majeure partie des cas, les personnes, des salariés en insertion ont pu confirmer leur projet professionnel. Ils ont pu découvrir de nouveaux métiers et des formations grâce à des stages ou des forums. Et ça leur a permis aussi de s'émanciper dans leur parcours d'insertion par des témoignages. C'est une expérience toujours gratifiante de pouvoir partager ce qu'on vit. Et ils seront là pour témoigner d'ailleurs sur les stands, les personnes qui sont présentes ici. Ils ont pu aussi s'émanciper par l'animation d'ateliers cuisine au jardin pour transmettre leur savoir, pour ils deviennent ambassadeurs Aspire. Et ils ont pu devenir acteurs aussi dans le cadre de leur cercle familial, par exemple en reproduisant un jardin chez eux avec leurs proches. Ils deviennent acteurs en s'engageant avec les autres, avec eux, et pour agir sur leur corps et sur leur esprit. Donc c'est l'accompagnement Aspire qui a permis
de venir en complémentarité du travail, de venir agir sur le bien-être de ces personnes. Merci. Merci. Et nous allons avoir le dernier exemple qui va être présenté par un de nos partenaires anglais, Ivan, de l'organisation Beach. Okay. Bonjour à tous. Hello. My name's Ivan, so I'm on the Aspire Hub in East Kent. So I'm going to tell you a bit about an intervention we call Nature for Wellbeing that took place within East Kent. So, great. Yeah, okay. You're right, I'll just tell you without the slides. So, this intervention within on ecotherapy, so it was on Nature for Wellbeing, and what we tried to do really is although we tried to think about, all right, we're looking for employability, employment outcomes, and we're looking for reducing obesity as well, we had to really start with where our clients were, right? So our clients, some of them very long-term unemployed, and some of them with very long-term health problems as well. So they weren't ready to do these physical activities, and they weren't really ready to do some of the, the fitness activities, etc. So we wanted to really create a good environment for them to be in. So we tried to introduce this through a couple of things. One was through our one-to-one coaching that we did with participants, and the other one was through some group activities which we called, thank you Celine, which we called Nature for Wellbeing. So this took place within East Kent. It's a very deprived area, Dover district here, with high levels of unemployment, high levels of poverty, high health problems as well, largely to do with NCDs linked to obesity. Let's go to the next one. Oh, we carry on with that one. And so through our Nature for Wellbeing activities, it's back. Through our Nature for Wellbeing activities, we did a range of things, so including mindfulness activities, some activities of, it's back. 1 minute. Okay, I'm giving not working. So, mindfulness activities, some arts, some crafts using nature. At the time, after the pandemic, there was a lot of interest in lockdown and people really trying to come out and experience nature, right? So that resonated with some of our clients. And also there was increasing evidence that some of these activities concerning connecting with nature, green spaces had a real benefit on people's well-being, right? So we did these mindful exercises, garden walks, crafts, photography, some journaling, some personal reflections on well-being. Let's see if we can try another one. Can you try one? Okay, it's here. And some of these things here, this is the art and craft activities that are going on. We had 28 sessions, about 178 client attendances. 90% of our clients said they felt better somehow, and they were much more positive and optimistic, and they learned to appreciate their own work. So it was a very interesting intervention. We think for now it can be a very good complementary thing to some of the hard sort of exercises that are going on alongside, and we hope to continue, albeit with a very low budget, to try to continue some of these. Okay, merci. Yeah, hi everyone. My name is Sophia Amenya. I'm a researcher at Bournemouth University. So our role in this project was to examine across all the 9 hubs how I can see a lot has gone on, but to summarize everything and to see whether this has worked for our participants or not, to examine the different outcomes with relations to the participants, but also how the hubs have worked together, what activities they've put together, which have worked, which haven't worked. So just looking at everything, and also looking at how
the partnership has worked in general, and then how we can translate this into different settings. So to do this, we use a very unique approach. So we didn't just measure participants before they enrolled in Aspire, but we also tried to explore what works and have a look at their initial situation. So what was someone's employment status before they came to Aspire, for example, and then what changed. But in between that, we wanted to understand how did they think, how did that change come about? Because we could have two participants who have come for a soft skills workshop, for example, but one might get a job and one may not. So understanding those factors that drove that success or lack of success. So in order to do this, we collected a lot of data, and some was very quantitative, so a lot of numbers, participants completing different questionnaires, but also we collected some more qualitative data that participants told their stories, what Aspire meant to them, their whole journey, and then we did some interviews with the participants to understand their reasoning behind their actions. And all of these are combined, and during the lunch break you can visit our stands, and there's lots to see there. And also, just to say a thank you to all the participants. I can see the faces in the audience for sharing your stories with us, because that lends to a lot of the richness in the data that we have. Thank you. You've seen some of what Aspire has already put in place, and now we want to talk for the next 15 minutes just about the last 3 steps of the model. So continuously improving the program is the first step. So I'll hand back over to Celine and Ivan. And then we'll go on to the budget, which I promised to do quickly because it's the technical stuff. Alors, la 8e étape, c'est l'amélioration en continu du programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut déterminer quelles sont les actions qui ont le mieux fonctionné et celles qui ont le moins bien fonctionné. Et en fait, on essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à la planification? Peut-être que c'est le vendredi après-midi ou le lundi matin et les gens ont des contraintes auxquelles ils ne peuvent pas s'échapper, entre guillemets. Est-ce que c'est par rapport à la maturité de la cohorte? Est-ce que c'est le bon moment de proposer ce type d'atelier? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est redondant avec ce qu'on propose déjà, pardon? Est-ce que ça peut venir de l'encadrant? On essaie de poser toutes les questions, en fait, pourquoi cette action n'a pas fonctionné? Et le but, c'est en fait de pouvoir y remédier. Et on essaie de pouvoir redesigner l'action, parce que peut-être qu'en apportant quelques petits changements, elle va très bien fonctionner. Après, ce matin, vous avez vu plusieurs propositions du programme Aspire, mais il faut garder à l'esprit que ce qui fonctionne dans une ville ne va pas forcément fonctionner dans une autre ville. Pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, comment on fait? Eh bien, on parle avec les participants, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent, comment, on discute, et puis après on fait des points aussi réguliers avec ceux qui font les ateliers, pour savoir comment on pourrait éventuellement l'améliorer. Alors on va vous donner 2 exemples concrets d'actions qu'on a pu pouvoir améliorer. Par exemple, chez Vivons Enfants, au début on avait commencé avec uniquement de la sophrologie. Mais après, en analysant et en regardant un peu ce que ça a fait avec les premiers participants, on s'est rendu compte qu'il y avait certains problèmes de fond qu'il fallait aborder d'une manière différente. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place les séances de bien-être mental avec notre psychologue. Et justement, le fait d'avoir un projet SMART, ça nous a aidé à faire que les gens remontent un petit peu sur l'échelle de l'employabilité. Ça, c'était une de nos actions correctives, on va dire. Ensuite, on a ajouté de nouveaux ateliers comme le Qigong, qui est une gymnastique douce chinoise. Et en fait, c'était une bonne idée parce que ça permettait de combiner à la fois activité physique et à la fois le bien-être mental aussi. Ça permettait de travailler sur sa respiration, la gestion du stress. Et c'est des activités qu'on a rajoutées en plus en fonction de l'évolution des participants. Alors vous allez avoir une action qui a été un peu modifiée aussi du côté anglais.
qui va nous être présenté par Yael. So I think just one slide this time makes it a little bit easier. So in autumn 2022 in the UK, people faced quite a big challenge. So there was a high rate of inflation. We were coming into winter. There was fuel poverty, right? So household fuel bills were like double for a lot of households. And food costs were running at about 16% inflation, whereas the general inflation rate was about 10%. Food costs were about 16%. So fuel costs and food costs really impacting on those on lower incomes disproportionately. So we were already doing our cooking courses, right? But we wanted to respond to this additional challenge. And that challenge was really trying to work with people to find their way through that tough period during winter. So we thought, okay, well, let's try to bring in slow cookers, right? So we tried a slow cooker project. We introduced these slow cookers, I think in French it's mijoteuse, is that right? Slow cooker. And people prepared their vegetables, okay, at the beginning of the cookery class. And then we thought, oh no, it takes 5 hours. Right, 5 hours to cook the food. So we thought, what will we do in those 5 hours? So what we did, we asked people then to do a range of different activities. They could do some healthy eating education, they do some work in the garden, they could do some small fitness exercises, etc. And then they would come back and open up their cooking pot, and they would have this slow cooker food that had good nutrition and also was low cost for fuel. And then they could take the slow cooker home. So you can imagine they were really pleased with that. It's very successful. So that's something we're going to see if we can try to continue. It was a good innovation for us and sort of fitted well with trying to adapt to the changing context. Alors, la 9e étape maintenant, c'est la partie budgétisation du projet. Thank you. So we have 2 parts when we're talking about the budget. We have the budget of this Aspire project, and the most important thing to mention is that we're co-financed by the Interreg France Channel England programme. So that's a European Regional Development Fund, the European Union Fund. We don't talk about Brexit because this fund, unfortunately, has come to an end, but we were really lucky to have been one of the last projects to have been financed. So, thank you. So, the project I mentioned this morning has a total budget of 10.2 million euros, which sounds like a lot of money, and it is, but it's shared between all of the partners that you've seen today. And we calculated that budget based on what those partners needed to test everything you've seen today, put in place these programs and make sure that we could do something sustainable with it. It was calculated on the cost of obesity to society and the potential cost savings that a program like this could generate. We also talked about the economic benefits of increased employability. So as you can imagine, when people are working, it's better for the economy, which was part of the cost that we calculated in our overall budget. Wrong way. So in order to continue with a project like this, you don't need 10.2 million euros. We've done all the piloting, the testing, the developing, and a lot of that money has gone towards creating the model that we've developed today. But you will still need some budget because all of these activities don't come for free, but I think when you see the results that Sophia's going to present shortly, you'll see that the money that will need to be invested is well worth it for the changes that can be made in people's lives, and I think the video that we saw really highlighted that. So the budget needs to include mainly salary costs for the people like Celine and all the project coordinators that you saw today, but also implementing the actions. So you need to buy the food, you need to buy the equipment,
And you also need to rent spaces. Sometimes in some of the hub areas we're lucky to have public spaces that are given to us or lent to us, otherwise they need to be rented. So I'll hand back over to Celine, who is going to explain a little bit about how we come up with this budget. Chez Vivons Enfants, on est parti sur une base d'accompagnement d'un groupe d'environ 10 à 12 personnes. Et le coût moyen, c'est d'environ 12 000 €. Ça veut dire que par individu, un accompagnement de 8 semaines à raison de 4 ateliers coûte 1 000 € par personne. Alors, à l'issue du parcours Aspire, dans notre hub, nous avons remarqué qu'environ une personne sur deux a soit retrouvé un emploi en intérim, en CDD, en CDI, ou s'est inscrit en formation. Alors, ça veut dire que ces personnes qui, pour certaines, au début, par l'accompagnement bénéficient de prestations sociales, n'en bénéficient plus. Alors, on n'a pas un euro investi égale un euro économisé, parce que c'est un calcul qui est très compliqué à faire avec beaucoup de moyens. Mais en tout cas, on a remarqué que le programme, il a fonctionné. Et, par contre, ce que je tiens à rappeler, et qui est très important, c'est que Aspire, comme on l'a vu ce matin, ça s'inscrit en complémentarité des initiatives qui existent déjà. Ça veut dire que, par exemple, certains de nos bénéficiaires qui ont retrouvé un emploi à l'issue du programme, ils étaient peut-être aussi inscrits dans d'autres associations, et ils étaient accompagnés par d'autres acteurs, en fait. Et nous, on vient vraiment, en plus, Aspire, c'est une pierre en plus pour essayer de retrouver un emploi. Et enfin, la 10e et la dernière étape, c'est la pérennisation du projet. Alors, c'est comment on fait pour que le projet il soit durable dans le temps, comment on essaye de le faire financer. Alors, tout d'abord, on peut répondre à différents types d'appels à projets qui sont proposés au niveau des villes, des départements, des régions. On peut se rapprocher des institutions européennes, pour certaines. On peut aussi se rapprocher des partenaires tels que les ARS, les IREPS, Pôle emploi. Et en fonction des appels à projets auxquels on va répondre, on peut essayer d'insister plus ou moins sur une partie. Soit ça peut être le capital santé, par exemple, ou encore l'employabilité. Et on module le programme, en fait, en fonction de l'appel à projet sur lequel on répond. Et maintenant, Stéphane va vous présenter une spécificité sur la Réunion, sur le réseau des villes vives et aussi sur la transférabilité en Angleterre. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous avez bien mangé. On va terminer ça rapidement, comme ça après on va laisser la parole à nos deux interlocuteurs anglo-saxons qui sont venus et qui vont nous partager des choses très intéressantes. Donc, sur le réseau des villes vives, en fait, notre action a été de promouvoir ce programme auprès de 270 adhérents. Donc, notre programme est disponible aujourd'hui auprès de 270 villes, majoritairement dans les Hauts-de-France, parce que de toute façon, comme le rappelle le dernier rapport qui vient d'être publié, l'obésité et le surpoids dans les Hauts-de-France, c'est légion, donc forcément les villes sont très sensibles par rapport à ça et donc se sont engagées dans une démarche de collective impact autour du bien manger, du bien bouger et surtout du bien dormir. C'est vrai que ça fait du bien ça. Et, on a parlé tout à l'heure du livre blanc, je vais le passer rapidement, tout en précisant qu'au-delà du livre blanc, on a également travaillé avec nos partenaires anglo-saxons sur la transférabilité des thématiques autour de l'alimentation, du sport, du sommeil et du bien-être. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner, parce que bien entendu, il y a cette problématique de financement. On n'est pas sur les mêmes économies. En France, on est quand même bien supporté par l'État et par les organisations non gouvernementales pour la continuité de ces programmes. En Angleterre, c'est vraiment beaucoup plus compliqué et c'est un vrai challenge pour nos partenaires anglais de trouver une façon de continuer le projet. Et je voulais vous parler d'une autre chose qu'on a fait, c'est Céline et l'ensemble des partenaires ont beaucoup travaillé sur ce modèle, donc avec leurs expériences. Mais
ce qui était intéressant, c'est de pouvoir le tester en réel et de voir comment on pouvait, en reprenant toutes les étapes qu'on a indiquées, donc 9 étapes jusqu'à présent, comment on allait pouvoir le pérenniser. Est-ce que c'était vraiment possible, ce qu'on se disait? Donc on a pu le tester grâce au concours de la ville de Saint-André, nous en direct, ce qui nous a permis de continuer à travailler dans ce processus d'amélioration continue qu'on a développé chez VIF, de pouvoir affiner notre modèle, affiner nos étapes, affiner en même temps toutes les thématiques sur lesquelles on intervient. Et je suis de La Réunion, donc je me suis dit, moi de La Réunion, à chaque fois, quand j'entends parler des projets qui existent en France, donc à 13 000 km d'où je suis, eh ben ça me dit rien. Et des fois je peux me sentir pas concerné par ces projets. Donc on a profité du fait qu'on ait une antenne VIF à La Réunion pour qu'on puisse aller à la rencontre des villes. Donc déjà toutes, elles ont été intéressées par la mise en place de ce projet. Elles se sont dit, enfin on pense à nous. Voilà, c'est un projet qui est fait en France, même si on fait partie d'un territoire français, et bien là, on pense à nous, et c'est vrai qu'on a les mêmes problématiques. La Réunion, comme la Guadeloupe, la Martinique, Tahiti, Wallis et Futuna et toutes les autres îles périphériques, les taux d'obésité sont pires qu'en France. Et l'emploi, ben, il n'y en a pas. Donc il faut vraiment trouver toutes sortes de techniques. Il faut vraiment travailler avec la population, les faire monter en compétences pour que, ben, voilà, on crée de l'emploi. Quand on est sur un caillou comme ça, ben, de toute façon, on ne peut pas prendre le train pour aller ailleurs. Hein. On est bloqué, il y a 11 heures de vol pour s'échapper de cet endroit. C'est super beau, hein, j'adore. Hein. Mais bon, on a vite fait le tour, une journée. Voilà. Donc c'est vraiment, on a eu cette approche d'aller les voir, d'aller les challenger et de leur donner envie de tester ce projet. Donc aujourd'hui, on en est à l'étape de discussion avec les autorités, là, ARS, il y a intérêt aussi au Océan Indien, là-bas, et ils ont été extrêmement intéressés pour pouvoir mettre en place ce projet. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que toutes les étapes qui ont été décrites précédemment, ça fonctionne, il faut bien les appliquer, mais surtout qu'on doit impérativement faire du spécifique. On peut pas, c'est pas parce que ça a fonctionné à Boscombe, c'est pas parce que ça a fonctionné dans le Kent, c'est pas parce que ça a fonctionné à Saint-André-les-Lilles, c'est pas parce que ça a fonctionné à Los Angeles, à Abbeville, à Péronne, que ça va fonctionner à Saint-Denis, à Saint-Paul, à Saint-Leu. En fait, il faut vraiment répondre aux besoins de la population locale. Merci beaucoup.